Bonjour à toutes et à tous, et comme vous l'avez dit, le titre de mon propos peut parler provocateur, puisqu'il semble mettre sur un même plan la barbarie d'un État islamique qui est décidé à faire disparaître par la violence toute trace de civilisation préexistante à l'islam, et les propos d'organisations appelant à une réaction sans violence autre que verbale contre ce qu'ils dénoncent comme une invasion sournoise des pratiques islamiques dans les sociétés occidentales. Ils prennent en effet exemple du financement des mosquées, de la confusion entre associations culturelles et associations cultuelles, du non-respect de l'interdiction de la burqa dans l'espace public, en contradiction avec la loi de 2011, et des débats autour de la viande halal. Donc on peut se demander si effectivement la laïcité appellerait à une contre-croisade contre l'islamisme. Comme le fait observer le texte de présentation du colloque, la laïcité est aussi l'objet d'appropriation militante et intéressée. Donc ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'islamophobie qui surfe sur la confusion entre islam et islamisme et la tentative d'assimilation, si on peut dire, de l'islam au terrorisme, utilise des procédés un peu analogues à la propagande de l'islamisme radical et conforte de fait la tentative de subversion de l'islam radical pour générer des conflits confessionnels et une stratégie de rupture qui laisserait face à face le monde musulman et l'Occident. Je m'appuierai pour cela en partie sur mon ouvrage « La croisade islamiste » qui est sous-titré « Pour en finir avec les idées reçues », qui était sorti en 2011, qui n'est pas un ouvrage polémique, mais un ouvrage d'expertise, et qui était un peu prémonitoire, puisque, bien que sorti en 2011, il annonçait l'invasion du Mali par les islamismes, la percée de Boko Haram au Nigeria, mais aussi au Cameroun, au Niger et au Tchad, les attaques de Al-Shabaab au Kenya, ou les attentats en France, un ouvrage qui sera d'ailleurs réédité en 2016 et 2017. Je vais commencer ma démonstration, si je puis dire, par un exemple, l'existence en France de deux observatoires aux objectifs diamétralement opposés, l'Observatoire contre l'islamophobie et l'Observatoire contre l'islamisation. Je vais d'abord parler de l'Observatoire national contre l'islamophobie, et ce texte a été écrit avant que j'apprenne que le président de cet observatoire est un des orateurs du colloque, mais je ne changerai pas un mot à ce que je vais dire. Cet observatoire est issu d'une convention entre le ministère de l'Intérieur et le Conseil français du culte musulman en 2010. Il a été installé en 2011 et son objectif, je vais résumer rapidement puisqu'on en parlera beaucoup plus longuement après, est de recenser les actes hostiles aux musulmans en France grâce aux référents installés dans chaque région et aux plaintes transmises par les citoyens. Jusque-là, rien de très normal, d'autant plus que cet observatoire qui dénonce des discriminations, les dérives populistes et la génération d'une image négative de l'islam, entend aussi stigmatiser, je cite, la montée d'un certain islamisme, d'un certain radicalisme islamique qui nuit d'abord aux citoyens français de confession musulmane qui se sentent otages par des tentatives certes marginales mais fortement médiatisées d'imposer la vision d'un islam présenté comme intolérant, belliqueux, voire sanguinaire, encourageant un repli sur soi, communautariste et exclusiviste et non représentatif des dynamiques sociales dans la communauté musulmane. Le problème, c'est que l'action de cet observatoire est souvent confondue avec un autre organisme qui s'appelle le Comité collectif contre l'islamophobie en France, qui a été créé en 2003 et qui est un petit peu porté par le Parti socialiste, où on passe de la lutte contre la discrimination au soutien du port du voile à l'école. Pour le porte-parole du CCIF, Marouane Muhammad, qui s'est associé à Tariq Ramadan et aux indigènes de la République, en dépit de la loi de 2004, la vraie laïcité autorise de porter le voile à l'école. C'est pas moi qui le souligne, c'est le blog Le Plus, qui dépend du Nouvel Obs, donc qui est plutôt un compagnon de route du Parti socialiste.
De l'autre côté de la barricade, si j'ose m'exprimer ainsi, il y a l'Observatoire de l'islamisation, qui est animé par Joachim Veliocas, auteur notamment de l'ouvrage « Ces mères qui courtisent l'islamisme » et qui est soutenu par des mouvements comme Riposte laïque. Il s'emploie à dénoncer systématiquement les subventions déguisées aux mosquées comme Argenteuil, Créteil ou Strasbourg, l'arrivée en France de personnes interdites de séjour comme le cheikh Mohamed Al-Algérie venu prêcher dans la mosquée à Boubakr à Roubaix. C'est une information qui a été reprise par le Canard enchaîné, dont on ne peut pas penser qu'il est susceptible de sympathie pour l'extrême droite, ou les discours incendiaires comme celui de l'ancien trésorier de cette mosquée de Roubaix, Rachid Kassem, frère de l'actuel responsable, qui avait affirmé devant les caméras que si les musulmans deviennent majoritaires en France, ils appliqueront les peines de la charia. Alors on pourra continuer cette énumération, mais ce sur quoi j'aimerais qu'on s'interroge plus profondément, c'est la connivence entre les processus entre les tenants du radicalisme islamiste et ceux des islamophobes en Occident et plus spécifiquement en France. Je précise que je ne confonds pas les islamistes radicaux avec la majorité des musulmans. J'ai d'ailleurs consacré un chapitre qui s'appelle « L'islamisme contre l'islam » et je ne confonds pas non plus les islamophobes avec les partisans de la laïcité. J'ai consacré un chapitre qui s'appelle « La contre-croisade de la laïcité à l'islamophobie ». Ceci dit, il y a quand même des apparentements inquiétants. Pour commencer, les uns et les autres ont, me semble-t-il, la certitude de mener le bon combat pour l'avenir de la République et plus largement du monde tout entier. Et pour cette raison, ils vont refuser tout compromis. Pour les islamophobes, par exemple, il n'y a pas d'islamistes modérés. Ceux qui se prétendent l'être font jeu des radicaux et dans une situation de conflit, ils choisiront plutôt leur co-religionnaire que l'attachement à la laïcité républicaine. Inversement, pour les tenants de l'islamisme radical, la stratégie de l'entrisme progressif les pousse à considérer que chaque succès n'est qu'un moment de transition qui doit préparer le grand bouleversement, celui du moment où les musulmans seront majoritaires en France et où se posera la question de leur leadership. Je rappelle que cette perspective est beaucoup moins lointaine qu'on ne l'imagine, puisque pour les experts du Pew Research Center, les musulmans représenteraient en France en 2050 40% de la population, une progression par rapport à aujourd'hui qui est due à la fois à l'immigration, au différentiel de fécondité, aux conversions. Et même si ces musulmans ne sont pas en majorité des radicaux et parfois même des pratiquants, l'objectif des islamistes sera de constituer un fer de lance qui exacerbera la montée des tensions et les invitera à se regrouper sur leur bannière. Le deuxième procédé dont je trouve que islamophobes et tenants du radicalisme islamiste utilisent tous les deux, c'est la diabolisation de l'adversaire, auquel on va prêter qu'un seul dessein: il veut dominer le monde, et dont on va grossir l'influence en dénonçant les complaisances des pouvoirs et des administrations et en amalgamant au noyau dur la constellation de ses satellites et la nébuleuse de ses réseaux. Par exemple, pour les islamophobes, les islamistes sont une cinquième colonne avec des réseaux dormants multiples prêts à se réveiller au premier mot d'ordre, financés à la fois par l'étranger, le racket, l'islamo-business et pouvant compter sur une jeunesse manipulée dans une entreprise de bricolage idéologique où on va justifier la délinquance au nom de la transcendance des valeurs. Et inversement, pour les islamistes radicaux, les islamophobes sont des compagnons de route de l'extrême droite, prêts à profiter du succès des mouvements nationalistes et populistes pour, au nom d'une sorte d'identité nationale un peu refabriquée, traquer des musulmans qui représentent plus de 15% de la population française et dont les islamistes font discrètement les défendeurs. Bref, pour les islamophobes comme pour les tenants de l'islamisme radical, les adversaires sont une sorte d'espace dont le cercle est partout et la circonférence nulle part. Enfin, le troisième procédé commun, c'est la dénonciation systématique des médias dont on assure qu'ils formatent l'opinion. Les islamophobes font le compte des silences des médias sur les exactions et les drames des délinquants, pointent les dérives d'une justice aux ordres qui adouberaient les coupables en négligeant les victimes, et le laxisme d'un univers carcéral où la propagande islamiste se diffuse sous l'œil complaisant de l'administration. Les islamistes radicaux, de leur côté,
dénonce la surmédiatisation des attentats islamistes, qui dresserait la population contre l'ensemble du monde musulman, la survalorisation des massacres et des déprédations commises par les talibans et l'État islamique, en soulignant que ce sont les Américains et les Occidentaux qui, par leur intervention au Moyen-Orient, en Irak ou en Libye, ont allumé le feu. Alors, si on considère qu'il y a des processus semblables, il y a quand même des lignes de fracture. Ces lignes de fracture entre les islamistes et la majorité de la population occidentale, c'est l'éducation des filles, la condition de la femme, le refus d'apologie de la violence, le refus de la confusion entre le religieux et la politique, la reconnaissance de la liberté de presse, de culte, d'opinion, dans une laïcité républicaine, respectueuse, si on peut dire, de toutes les croyances. Et en définitive, le problème est celui que posait déjà il y a 20 ans la défunte revue panoramique, l'islam est-il soluble dans la République? Et cette revue soulignait à l'époque que l'islam occidental le serait progressivement si une dynamique ne venait pas de l'extérieur de l'Occident, vivifier en Occident le combat des islamistes. Car dans ce nouveau cadre, où il s'agirait d'assurer la victoire de l'islam et non pas la préservation d'une civilisation, des droits de l'homme ou de la sauvegarde de la planète, la stratégie islamiste se déploierait selon 3 processus qui sont un peu cumulatifs. Une stratégie d'entrisme là où les musulmans sont minoritaires, une stratégie d'affirmation là où ils représentent une forte minorité, une stratégie d'exaction là où ils se trouvent en situation de supériorité. Alors je vois un petit peu là l'opposition entre 2 conceptions de l'histoire. Selon une conception linéaire, les 3 religions monothéistes, apparues à des âges différents, ont eu besoin d'un temps spécifique pour intégrer la dimension historique. Par exemple, l'islamophobie perçoit que la succession des âges est inéluctable. Il y a eu l'âge théologique, l'âge métaphysique, l'âge historique, l'âge scientifique et critique, et donc pour eux, l'islam est en retard sur son époque, il en est encore à l'âge historique, celui du conflit armé entre ses branches sunnites et chiites, comme l'Europe l'a connu au temps des guerres de religion, et il n'a pas encore atteint l'âge critique, c'est pourquoi il prend au pied de la lettre des œuvres critiques comme les caricatures de Mahomet. Au contraire, les islamistes réfutent l'idée même d'une évolution historique, ils s'arc-boutent sur un moment privilégié de l'histoire, le califat, auquel il veut revenir. Ça ne veut pas dire qu'ils récusent le progrès technique. Au contraire, leur communication marque qu'ils ont bien intégré les procédés techniques, psychologiques et médiatiques de gouvernance des esprits. Mais ces processus sont simplement au service d'une valeur plus haute, la transcendance, qui peut concilier la lecture littérale du Coran et les impératifs de la mondialisation. Alors pour ne pas conclure, et peut-être pour élever légèrement le débat, je citerai volontiers un texte qui pourrait être au fond une sorte de récitatif de croisade et que j'emprunte au poète Saint-Jean Perse. C'était de très grande force en croissance sur toute piste de ce monde et qui prenait source plus haute qu'en nos champs en lieu d'insultes et de discorde. On m'avait demandé de tenir un quart d'heure, je crois que j'ai tenu les temps. Merci.